Bonjour, bienvenue dans cette troisième partie de la vidéo dédiée au montage à ampli-up qui contiennent un condensateur comme composant externe. Dans cette vidéo, on va regarder l'intégrateur. Dans le cas de l'intégrateur, on n'a plus ici à l'entrée une tension alternative, mais on a une tension continue pulsée. Donc le condensateur va plus se comporter comme une réactance, mais va se charger et se décharger. Donc on est dans le cas d'un circuit impulsionnel. Pour analyser ce montage-là, on va utiliser la même méthode qu'on a utilisée précédemment pour l'analyse des montages de base à ampli-up. Donc on va prendre la sortie, regarder si elle revient sur l'entrée moins. Donc c'est le cas à travers le condensateur C1. Donc on a une contre-réaction et pour autant qu'on soit dans les limites de fonctionnement de l'ampli-up, on va avoir une différence nulle entre la patte plus et moins. Dans le cas ici, on a la patte plus qui a la masse, donc on va retrouver ici une masse fictive, à la patte moins. On a maintenant à gauche de la résistance R1 le potentiel U entrée, à droite le potentiel 0 V, donc on va trouver une tension UR1 égale à U entrée moins 0 V. Donc on aura une tension qui sera égale à U entrée. On va obtenir maintenant un courant IR1 qui va dépendre de UR1 et de la valeur de la résistance R1. Ici. Ce courant va continuer et charger le condensateur C1. Ce courant dépend de la tension d'entrée et de R1. Donc, vu qu'ici on est sur des tensions constantes, on va avoir une charge à courant constant. Donc on doit utiliser une autre formule que pour la charge standard. Donc ici, pour la charge du condensateur à courant constant, la formule c'est Q est égal à C1 fois UC1 et c'est aussi égal à IR1 fois le temps. Dans le cas qui nous intéresse ici, on va chercher la tension UC1. Donc si on transforme la formule, il suffit de passer C1 de l'autre côté, il vient en diviseur et ça nous donne UC1 est égal à IR1 fois le temps divisé par C1. Pour calculer la tension de sortie, maintenant il faut qu'on parte du potentiel 0 V, on descend de UC1 et on arrive à U sortie. Donc la tension U sortie est égale à 0 moins UC1, donc moins UC1. Donc on voit que le montage inverse. Maintenant on va remplacer ce UC1 par la valeur qui est ici, donc par la formule IR1 fois le temps sur C1, donc on obtient ceci, et on va encore ici substituer le IR1 par ce qu'on a là, et on obtient la formule que U sortie est égal à moins U entrée fois le temps divisé par R1 fois C1, ce qui est ici le tau, la constante de temps. Maintenant, on ne va pas calculer la tension de sortie de cette manière-là, on va passer le temps de l'autre côté pour avoir U sortie divisé par le temps est égal à moins U entrée divisé par R1 fois C1. Et on va encore faire une étape supplémentaire. On ne va pas utiliser U sortie sur le temps, mais on va regarder la variation de U sortie par rapport à la variation de temps. On va appeler ça delta U sortie sur delta T. Et ça représente la pente de la tension de sortie. Donc on voit que la pente de la tension de sortie est égale à moins U entrée sur R1 fois C1, sur la constante de temps. Donc on voit que la pente de la tension de sortie est proportionnelle à la tension d'entrée. Avec ici, bien sûr, le moins. Donc on a une inversion. Donc on va regarder comment se comporte cette tension de sortie sur un graphique, le slide d'après. Mais avant ceci, dernier point sur le schéma lui-même, il est important d'ajouter cette résistance R2. Cette résistance R2 va permettre de décharger le condensateur C1. Si on ne met pas cette résistance R2, le seul moyen de décharger C1, c'est de le décharger à travers l'ampli-up. Et dans ce cas-là, ici, on a une impédance très élevée, donc le condensateur va se décharger très lentement. Donc il faut mettre une résistance R2 qui soit adaptée
au type de signal qu'on a à l'entrée. Donc il ne faut pas qu'il perturbe la charge et la décharge du condensateur. Donc on va avoir souvent une valeur assez élevée pour cette résistance R2. Voilà, on va maintenant analyser la tension de sortie par rapport à ce signal d'entrée ici. Donc je rappelle ce qui a été dit précédemment. Donc la pente de la tension de sortie est proportionnelle à la tension d'entrée, en sens négatif, vu que c'est un intégrateur inverseur. Donc si on regarde, ici on va partir du cas où l'intégrateur, le condensateur est déchargé. Donc on va partir de 0. Ici, pendant les deux premiers carrés, on a une tension d'entrée ici de 1 carré positif. Donc on va avoir une pente ici constante de moins 1. Alors j'ai mis ici moins 1. Ça va dépendre bien sûr des valeurs de R1, C1. C'est un schéma de principe. Ici, la tension d'entrée double. Donc si la tension d'entrée double, la pente de la tension de sortie va doubler. Donc on a ici, sur 1 carré de largeur, on a 2 carrés de hauteur. Alors qu'avant on avait 1 par 1. Ensuite, la tension d'entrée est à 0. Donc on va avoir la pente de la tension de sortie qui est égale à 0. Donc on va rester à la même valeur. Ensuite, la tension d'entrée passe à moins 1. Donc la pente va être à plus 1. Donc on va augmenter ici de manière linéaire pour ce carré avec une pente de 1. Ici, on a la valeur moins 2. Donc la pente ici va doubler. On arrive ici à 0. Alors on va faire une petite pause ici dans l'étude de ce graphique pour regarder un peu ce qui se passe. En fait, si on regarde bien, ici, on a une surface de 1 carré. Et le signal ici est à la valeur 1 en négatif. Ici, on a 1 carré de plus. Donc la surface totale jusqu'à ce moment-là est de 2 carrés. Et vous voyez qu'ici, on a moins 2. Avec le rectangle qui est ici, ça me donnait 1, 2, 3, 4 carrés. Et on est à moins 4. Ici, la valeur vaut 0, donc on reste à moins 4. Ici, on a 2 carrés négatifs, donc on va remonter ici. Donc on a 4 carrés positifs, 2 carrés négatifs, ce qui fait qu'il reste 2 carrés, et on voit qu'on a moins 2. Et ensuite, on a ici 2 carrés négatifs, ce qui fait 4 carrés négatifs et 4 carrés positifs. Donc les deux s'annulent et on arrive sur le point 0 ici. Voilà, donc on voit que la valeur ici de la sortie de l'intégrateur représente la surface sous la courbe. Voilà, maintenant si on continue l'analyse de notre signal, ici on a une valeur 0, donc le signal sorti reste à 0. On a ici 2 carrés positifs qui sont ici à une valeur de 1. Donc on va avoir une pente de 1 ici pendant tout le temps. On a ici une valeur de moins 1. Donc ici, le signal va remonter avec une pente de 1. Et ici, on a 0. Donc on va rester à cette valeur-là. Voilà, donc on a analysé le fonctionnement de cet intégrateur actif. Dans la vidéo suivante, on va voir le dérivateur actif. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.